Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir qu'est-ce que la SCI et à quel moment faut-il y recourir. Donc une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est une entité juridique à part entière, une personne morale dont vous êtes les associés. C'est-à-dire que toutes les opérations qui auront lieu au sein de la SCI, par exemple l'acquisition de biens immobiliers en vue de les louer, devront respecter un certain nombre d'obligations légales, fiscales et comptables propres au régime des sociétés civiles immobilières. C'est avant tout la détention d'un bien à plusieurs en vue de transmettre ce patrimoine ou d'optimiser la fiscalité des revenus locatifs. Pour résumer, une SCI, ça sert bien évidemment à louer des biens immobiliers, à investir à plusieurs, à optimiser la fiscalité et à transmettre un patrimoine. L'avantage d'investir en SCI, c'est avant tout de pouvoir continuer à développer son patrimoine. À un moment donné, lorsque l'on est bloqué par sa capacité d'emprunt, le fait de s'associer avec d'autres personnes vont nous donner accès nouveau au crédit. Ensuite, on a un contrôle sur la fiscalité. On peut opter pour le régime d'impôt des sociétés, ce qui est plus avantageux en matière de traitement fiscal. Derrière, il y a vocation à garder le bien dans le sens où la SCI, c'est avant tout un outil de transmission patrimoniale qui permet de profiter de coûts réduits lors de la transmission du patrimoine. Pour citer les principaux inconvénients de la SCI, je dirais premièrement, il y a une gestion professionnelle à appliquer et des règles à respecter. Le champ d'action de la SCI est très limité. L'objet social le définit, c'est-à-dire, hormis le fait de faire l'acquisition de biens immobiliers en vue de les louer, la SCI ne pourra rien faire d'autre. Par exemple, elle ne pourra pas acheter en vue de revendre. À savoir que le fait de quitter une SCI est relativement compliqué. Pour ce faire, il y a une assemblée générale extraordinaire à convoquer, il y a des statuts à modifier et un tas de formalités à remplir. D'un point de vue locatif, la SCI là aussi est un petit peu discriminée. Les baux de location ont une durée de 6 ans au minimum. C'est-à-dire que si l'on donne congé au locataire pour vendre, il faudrait attendre au minimum les 6 ans et 6 mois du congé. Ensuite, on ne peut pas donner congé au locataire pour y habiter, donc pour reprendre le logement pour soi. Et enfin, je dirais que la location meublée n'est pas adaptée à la SCI du fait que l'on ne pourrait plus rester dans le régime d'imposition de l'IR. On serait d'office soumis au régime d'impôt des sociétés. Une SCI se compose au minimum de 2 personnes, physiques ou morales. Ça peut être des membres de la même famille ou des amis en vue de s'associer. L'idée, c'est de définir si la SCI aura un caractère plutôt familial ou plutôt professionnel. Une SCI peut se constituer avant, pendant ou après l'opération. Idéalement, il est plus judicieux de le faire avant, dans le sens où vous avez toutes les cartes en main et le temps de bien planifier la stratégie. Vous pouvez le faire pendant également lorsque vous avez signé le compromis de vente en votre nom, en y instaurant une clause de substitution au profit d'une personne tierce ou morale. Vous avez le temps de créer votre société et une fois votre société immatriculée pourra récupérer le compromis de vente que vous avez signé et toutes les conditions négociées resteront les mêmes. Le faire après, je ne le conseille pas dans le sens où si vous achetez le bien à crédit, si vous constituez la SCI plus tard, le fait de racheter ce bien-là ou de vouloir l'apporter au capital lors de la création de la société, si vous récupérez la dette, le passif, donc le crédit qui est collé à l'appartement, vous allez devoir repayer une seconde fois les frais de mutation, c'est-à-dire 5% de la valeur du passif. Sauf si le but est de réaliser une vente à soi-même. Là, il faudrait avoir détenu l'immeuble en nom propre un certain temps, de l'avoir amorti au moins jusqu'à ce que ça excède le coût des frais de notaire, quitte même à réaliser un petit gain en capital. Ensuite, vous constituez la SCI, vous rachetez l'immeuble, vous repayez les frais de notaire, mais du fait que vous avez amorti le bien durant X années, réellement, vous allez peut-être payer, à titre d'exemple, sur un immeuble d'environ 350 000 €, vous allez payer 25 000 € de frais de notaire et disons que vous l'avez détenu 4 ans, vous avez amorti 50 000 €. Ce qui veut dire qu'en payant l'intégralité des frais de notaire une seconde fois, vous allez quand même dégager un capital amorti de 25 000 €. Ça, c'est du gain net que vous allez faire. C'est une stratégie, donc c'est une OBO, une vente à soi-même.
Comptez environ de 450 € à 1500 € le coût de création de la SCI, selon si vous réalisez vous-même les démarches ou si vous sollicitez les services d'un professionnel. Néanmoins, je vous conseille vivement de vous faire accompagner d'un expert en la matière, surtout lors de la rédaction des statuts qui est le point le plus important de la création de la société. On distingue 5 grandes familles des SCI. La première, c'est la plus classique, c'est la SCI de gestion, qui est le fait de s'associer avec des amis en vue d'augmenter sa capacité d'emprunt et d'éviter l'indivision. Nous avons aussi la SCI à caractère familial, qui est le fait de s'associer avec des membres de sa famille jusqu'au 4e degré et qui permet d'avoir une optimisation lors de la transmission du patrimoine et une meilleure répartition. Ensuite, on a la SCI d'attribution qui permet d'investir à plusieurs dans un bien et de pouvoir diviser les lots entre les associés. Généralement, après ce type d'opération, la SCI est dissoute. Puis nous avons la SCI CV dite de construction-vente qui permet la réalisation d'une promotion immobilière, c'est-à-dire de construire des biens neufs et de pouvoir les vendre sur plan en VFA. Et pour terminer, nous avons les SCPI qui sont les sociétés civiles de placement immobilier. Alors c'est ni plus ni moins que de la pierre papier, c'est-à-dire que vous allez placer votre argent en souscrivant au capital d'une SCPI et derrière, en fonction de ce que vous aurez placé, vous allez toucher un certain rendement donc en termes de bénéfices, sous la forme de revenus fonciers. Le montant minimum obligatoire lors de la souscription du capital social de la SCI est de 1 €, ce qui veut dire que l'on peut créer une SCI pour pas très cher. Néanmoins, il est important de prendre en compte 2 paramètres. Le premier, c'est de se demander quelle est la vocation de la SCI. Si elle a vocation à transmettre du patrimoine, là, un capital social faible sera plus avantageux. Si d'aventure elle aura l'idée de revendre le bien à terme, là il faudrait plutôt avoir un capital social fort, cela serait plus avantageux. Ensuite, quant à la répartition, c'est-à-dire à la valeur des parts, là aussi il faut bien réfléchir au nombre d'héritiers ou ayants droit qui se situent après vous dans la chaîne de transmission pour qu'il y ait une équité parfaite entre chacun. La SCI est dirigée par un gérant qui peut être un des associés de la société ou une personne extérieure. Il peut être rémunéré pour son travail. Là, il y aura des charges sociales à payer, mais cela constatera une charge donc déductible pour la société. Ensuite, les pouvoirs du gérant sont définis dans les statuts. Généralement, il a vocation à représenter et il engage la société envers tous ses tiers. Ça peut être des partenaires, des fournisseurs, des entreprises ou des banques. Une SCI doit convoquer une assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, suite à la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Généralement, toutes les décisions qui sont prises en assemblée générale ordinaire relèvent du quorum de la majorité. Donc ça, c'est toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts de la société. A contrario, les décisions qui modifient les statuts de la société sont prises en assemblée générale extraordinaire. Et là, généralement, on a un quorum qui est à l'unanimité des voix. Sur le plan fiscal, la SCI a 2 possibilités. La première et le plus communément pratiquée, c'est d'être transparente fiscalement. Vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu à hauteur de votre quote-part détenue dans la société. Les loyers que vous allez percevoir vont être soumis à la CSG à hauteur de 17,2% plus votre TMI. Admettons que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Au total, vous allez payer 47,2% d'impôt sur la quote-part des loyers que vous allez percevoir. La deuxième possibilité de la SCI est d'opter pour le régime d'impôt des sociétés. Là, il y a une différence, c'est que la SCI va être opaque fiscalement, c'est-à-dire que les revenus tirés dans la société vont être imposés au sein d'elle-même. Et la SCI profitera du taux de l'IS réduit de 15% sur les premiers 38 120 €. Donc là, on a une grande différence. Avant, vous étiez imposé, admettons, à 47,2%. Dans le cas de l'IS, les revenus locatifs vont être soumis uniquement au taux de 15%. Le deuxième mécanisme qui rend attractif l'option pour l'IS, c'est bien évidemment de pratiquer les amortissements comptables. C'est exactement comme dans le cadre de la location meublée, vous allez pouvoir chaque année faire passer en déduction une charge fictive, c'est-à-dire une dépréciation du bien qui généralement représente 3 à 4% de la valeur du coût d'acquisition.
Par exemple, vous avez un immeuble de 350 000 € toujours, cela représente environ 10 000 € de dotation aux amortissements que vous allez pouvoir déduire du résultat fiscal chaque année. Et ce gratuitement, parce que réellement il n'y aura pas de dépréciation constatée sur l'immeuble, sachant que dans l'immobilier, avec le temps, ça prend de la valeur. Ensuite, l'inconvénient d'opter pour l'IS, c'est bien évidemment d'être enfermé dans le régime. Hein, c'est une option irrévocable. Une fois que vous l'avez choisi, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ensuite, le fait d'avoir pratiqué les amortissements comptables vous impose, en cas de revente, à payer la taxe sur la plus-value des professionnels. Là, comme dans le cadre de la location meublée, réellement on se rend compte qu'en fin de course, au bout du résultat, il n'y a pas d'avantage en termes de rentabilité, donc de rendement de l'opération après coup. Si l'on est à l'IR et l'on revend au même titre que l'on est à l'IS et l'on revend, simplement du fait de la détention, on aura un allègement fiscal, donc on aura une trésorerie un petit peu plus importante à l'IS, mais lorsque l'on va revendre, on va reperdre quelque part toute l'économie réalisée parce qu'on va payer une plus grosse taxe sur la plus-value. Alors qu'à l'IR, on avait une trésorerie un petit peu plus serrée, on avait une pression fiscale plus importante, mais lorsque l'on va revendre, on aura une taxe inférieure à payer sur la plus-value. Peut-être pas du tout si l'on revend au prix d'acquisition. Donc je dirais que selon les stratégies que l'on met en place, si le but est de développer un patrimoine conséquent, il peut être judicieux d'opter pour l'IS, parce que si vous faites plein de projets et que vous payez donc au résultat une grosse taxe, si vous avez plein de projets, vous allez toujours avoir un meilleur gain que si vous avez seulement réalisé une opération à l'IR. Pour les déclarations d'impôt, une SCI transparente fiscalement, donc à l'impôt sur le revenu, devra annuellement remplir une IAS 2072 et la transmettre à son service impôt des entreprises. Ensuite, chaque associé en fonction de sa quote-part devra quant à lui remplir une déclaration 2044 s'il opte pour le régime réel, c'est-à-dire de faire passer en déduction les charges courantes afférentes à la location, ou une déclaration 2042 s'il a opté pour le régime microfoncier. Donc là, il ne passe aucune charge, mais il profite de l'abattement de 30% du revenu brut perçu. Pour la SCI qui aurait opté pour le régime de l'IS, là il va falloir remplir annuellement une l'IAS 2065 et ses annexes. Les annexes qui sont le suivi des immobilisations et des amortissements pratiqués. Ensuite, si vous décidez de vous verser du dividende entre les associés, là chacun devra remplir en case D2C sur la déclaration annuelle des revenus le montant du dividende versé. Donc le dividende est imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il y a deux options. Le premier, c'est soit vous choisissez le barème de la flat tax, donc là vous allez être imposé à 30% sur le dividende versé. Ou le deuxième, c'est que vous choisissez l'option au barème progressif. Alors en fonction de votre tranche marginale d'imposition, il est préférable d'opter pour l'une ou l'autre solution. Du coup, on s'aperçoit que réellement, si l'intérêt est de sortir de l'argent de la société, être à l'IS n'a plus de réel avantage. Pourquoi? Parce que vous allez subir une double taxation. Premièrement, les revenus locatifs vont être imposés au sein de la société, donc au taux de l'IS, et lorsque vous allez vous les verser, ils vont encore subir l'imposition sur les dividendes. Sachant qu'en bout de course, vous payerez une éventuelle taxe sur la plus-value des professionnels, alors dans ce schéma-là, il n'y a réellement aucun intérêt. Le but de l'IS, comme dit, c'est bien de développer un patrimoine plus conséquent et de se servir de l'argent en trésorerie pour réinvestir. Je reprends en résumé, c'est de s'associer, c'est d'augmenter sa capacité d'emprunt, c'est de professionnaliser la chose, c'est de pouvoir maîtriser la fiscalité et d'avoir une planification qui est bien plus minutieuse et qui permet d'atteindre des objectifs plus conséquents. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de pouvoir y répondre. C'était Joris de chez Atome Investissement Locatif. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, à bientôt.